Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Le bois dont on fait les villes, voici le titre du livre des architectes Paul Lègle et François Leclerc, de la journaliste Michèle Leloup et du photographe Cyril Weiner. C'est un témoignage grand format sur la solution bois, l'état de la forêt française, l'état de la filière bois et la construction bois. Un livre riche, précis et beau, au sujet duquel je vous propose un entretien avec l'un de ses auteurs, Paul Lègle. Paul Lègle, bonjour. Bonjour. Ce livre, Le bois dont on fait les villes, c'est un livre enquête et je crois qu'il est important de le dire. C'est un livre enquête et pas forcément une plaidoirie en faveur de la construction bois, c'est bien cela? Oui, c'est un livre enquête en cela qu'il dépasse complètement notre métier d'architecte. On est allé chercher les compétences d'autres personnes, l'œil du photographe Cyril Weiner, les talents justement d'enquêtrice de Michèle Leloup, les talents de graphisme de Jade Hussein, pour en faire du coup un livre qui n'est effectivement pas une monographie, qui est bien un livre enquête sur la filière bois-forêt, oui. Quel a été l'élément déclencheur de ce livre? Une envie peut-être? Une envie qui arrive après 20 ans de pratique. Ça fait 20 ans qu'on construit, qu'on livre des réalisations en bois. Ça fait 20 ans que notre regard sur la construction bois évolue au fil de nos réalisations. Et on arrive au bout de ces 20 ans avec le ressenti qu'on est à une période charnière. Si je vais un peu plus loin, il y a 20 ans, quand on fait le lycée de Savigny-sur-Orge, donc du coup un lycée donc tout en bois, la raison pour laquelle on le fait tout en bois, c'est que c'est une manière de construire un lycée en site occupé, c'est-à-dire de faire un chantier propre. Puis c'est aussi une réponse, un dialogue avec le paysage très fort de ce lycée, très arboré, très beau. Et du coup, c'est cette première réponse, mais on est complètement libre de faire ce que l'on veut parce que personne ne connaît finalement la construction bois en ville, entre guillemets. Donc on est très libre de faire ce qu'on veut. Ensuite, les années passent, on commence à avoir un peu plus de répondants, d'échanges avec les maîtres d'ouvrage. Les bureaux d'études sont de plus en plus professionnels dans leurs réponses et les maîtres d'ouvrage privés s'intéressent aussi au bois. Ça devient un élément de communication tant pour la personne publique que pour la personne privée. Et là, on développe aussi d'autres projets avec de plus en plus d'innovations. Et sur les 10 dernières années, on a énormément d'innovations qui nourrissent la construction bois. Et en fait, on arrive aujourd'hui, à l'issue de ces 10 ans d'innovation, avec une compétence extraordinaire du matériau bois, mais une compétence très précise, très peu partagée, entre guillemets, détenue par certains industriels, certains maîtres d'ouvrage, aussi, certains bureaux d'études. Et au final, on se rend compte que c'est le moment où le bois, qui est devenu un super matériau, doit aller vers autre chose. Donc on est dans cette période charnière où on se dit... comment est-ce qu'on va faire autrement? Comment est-ce qu'on va réconcilier cette construction bois qui est devenue très technique avec son territoire? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on veut construire en bois? Quel est l'intérêt de la construction bois? Alors, il y a le premier intérêt qui est que c'est un matériau décarboné et donc pour la transition écologique, c'est un matériau qui a toute sa place. C'est le matériau performant de ce point de vue-là. Mais ça n'est pas que ça. En fait, on veut construire en bois. Il n'y a pas si longtemps que ça. On construisait en bois parce que c'était confortable, chaleureux. Et on ne se posait pas encore la question de la transition écologique qui, bien que pressante, n'était pas devenue à ce point-là immédiate. Oui. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on a passé ce critère de confort. On est dans ce critère presque technique de transition écologique. Et ce qui est très intéressant, c'est que il y a plein de manières d'assurer la transition écologique. Il n'y a pas que la filière bois. On peut construire en terre crue, on peut construire et inventer des bétons décarbonés. On a plein de choses à inventer encore. Et surtout, on peut aussi apprendre à conserver les bâtiments et à les remployer.
Mais ce qui est très intéressant dans le bois, c'est que il est le porteur de notre conscience environnementale. C'est-à-dire que l'individu a besoin de se reconnaître dans ce matériau, de reconnaître ses aspirations collectives dans ce matériau, ses aspirations de développement durable, écologique. Et ça, c'est assez important parce qu'en fait, du coup, le bois devient plus qu'un matériau compétent, il devient iconique, il devient communicant. Ça, c'est vraiment une chose qui distingue le bois. Vous parlez de super matériaux. Expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce que cela veut dire le bois en tant que super matériau ? Oui, c'est vrai que c'est comme un super-héros. Oui, alors, c'est ça. le béton est un super matériau en France. Oui. Quand on regarde à l'étranger, on voit bien que chaque pays a son super matériau. À certains endroits, on va construire en bois, en métal. Voilà, chez nous, c'est le béton. Et c'est le béton depuis déjà à la fin des années 2000, c'était encore le béton. Et pourtant, le bois existait et le bois a toujours existé. Haussmann, c'est jamais que du bois et de la pierre. Enfin, c'est jamais que... évidemment. Et du coup, on est aujourd'hui à se poser la question, quels sont les autres matériaux que le béton pour construire n'importe quel programme, n'importe quelle hauteur, n'importe quelle technicité, comme la sismique, par exemple, qui induit aussi des contraintes. Comment est-ce qu'on fait pour régler les questions acoustiques, de feu, etc., etc. Et tout d'un coup, le bois, après 10 années d'innovation qui ont été portées par des industriels et des promoteurs qui ont beaucoup donné et investi dans ce matériau, je dis que le bois devient un super matériau parce qu'aujourd'hui, oui, il est capable de construire pas juste le terrain de sport, mais il est capable de construire de l'enseignement, il est capable de construire des logements, il est capable de construire des bureaux, et il est capable de se reconstruire sur lui-même. Donc il est capable de beaucoup de choses, de beaucoup de programmes et de beaucoup de hauteur aussi, puisque on sait que le bois est capable de construire très haut grâce à certaines catégories, certains process du bois, comme le CLT, le bois lamellé croisé, qui permet du coup de très grandes performances. Voilà. Et c'est grâce à ces performances que le bois est devenu super matériau. Maintenant, oui, c'est un super matériau, mais c'est un super matériau avec les super compétences d'un process, d'une essence. C'est le bois nordique, le bois des forêts nordiques. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a la technique, mais il faut aussi savoir de quel bois on parle. Voilà, exactement. Oui. Et c'est là que finalement notre envie, nous à l'agence Leclerc Associés, elle est aussi que nous sommes pas juste architectes, on est aussi urbanistes. Et en fait, la question du territoire nous intéresse énormément, nous stimule énormément. Il n'y a pas que la question technique du détail d'architecture. C'est là que la question de construire local, du bois local entre en scène, parce que on voit bien aujourd'hui dans nos réflexions urbaines qu'on a besoin aussi de reconnecter le territoire à sa matière première, à sa filière métier, c'est un tout, et que en fait en France on a de quoi construire des choses très intéressantes, diverses, variées, compétentes, et que en fait il nous reste encore à exploiter tout ce champ-là. On n'a pas que le CLT très compétent, il y a aussi du bois, des fois on l'appelle le bois de tempête, on a construit avec du bois de tempête au lycée de l'île de Nantes, sur le lycée de l'île de Nantes. Le bois de tempête qui coûte rien, on peut le rendre aussi propre à la construction. Il y a plein de choses à faire avec nos forêts françaises. Mais justement, la forêt française, elle est grande, elle est riche. Est-ce qu'elle est réellement adaptée et prête à la demande du secteur de la construction bois ? Alors c'est le grand débat de la forêt qui devrait être soit charmante, soit productive, comme si elle était forcément l'une ou l'autre. Oui. On est bercé par les modèles, notamment de ces forêts productives, de résineux dans les forêts nordiques, qui ont en plus des arbres qui ont grandi dans un climat très très bon pour le développement. Voilà, en France, c'est différent. En France, on a des forêts charmantes. Pourquoi ? Parce qu'elles varient les essences et que finalement, c'est ça qui en fait et le charme et aussi la durabilité. C'est-à-dire qu'une forêt variée, à l'origine, c'était aussi pour empêcher le développement de certaines maladies et du coup sauvegarder la forêt. Donc nos forêts sont un mélange de résineux et de feuillus, sont un mélange de différentes essences.
Tout ça paraît assez compliqué à exploiter. Et en fait, pas tant que ça, parce que c'est toute une filière qui s'organise derrière la forêt. C'est-à-dire, derrière la forêt, il y a le scieur, c'est-à-dire qu'il faut abattre l'arbre, le mettre en situation de le débiter, donc du coup on extrait la grume, de la grume en sortir du plaquage, en sortir des planches, etc., et puis en sortir du coup par des différents process, soit du bois lamellé-collé, enfin bref, en tout cas du bois de construction. Donc en France, on a juste perdu nos métiers, nos scieurs, pour aller vers ce qui, entre guillemets, était le plus productif. On a laissé aussi beaucoup de bois partir. Dans la vallée de l'Isère, Serge Gros, qui était directeur du CAUE pendant de nombreuses années, me disait qu'en fait, on voit partir les grumiers sur la route vers l'Italie et on voit tous les hêtres partir en camion et quitter la France. Les hêtres, ils ne les utilisent plus. Ils utilisent les résineux locaux, mais le hêtre, non. Et pourquoi notamment ? Parce qu'en fait, on ne scie pas le hêtre, qui est un bois plus dur, avec les mêmes outils qu'on scie le résineux. Et puisque toutes les innovations se sont portées sur les résineux, en fait, on s'est un peu éloigné du hêtre. Bon, voilà, typiquement un exemple de quelque chose qui peut évoluer, c'est-à-dire retrouver les outils, réactiver certaines filières, parce qu'en fait, on sait construire en hêtre. Je vais poser maintenant la même question pour la filière bois. Qu'est-ce qu'il lui faudra pour relever ces défis-là ? Peut-être une action de l'État, un engouement du pays pour la soutenir ? Alors, il y a eu beaucoup d'actions de l'État et il ne faut pas regarder négativement les actions qu'a eu l'État sur ces dernières années. Les innovations des 10 dernières années, elles ont été aussi promues par l'État, et tant mieux, parce que même si ça a donné un paysage du bois un peu restreint, et peut-être pas assez local, il n'empêche que ça a énormément promu le bois. Je le disais tout à l'heure, ça lui a permis d'accéder au statut très privilégié de super matériaux. Maintenant, ce qu'il reste encore à faire, c'est d'aller plus loin dans cette cohérence entre la filière bois et la filière forêt. Je le disais, il faut reconnecter son territoire avec sa matière première. En fait, c'est absolument essentiel. Retrouver le savoir aussi ? Retrouver le savoir, retrouver le métier, exactement. C'est-à-dire que ces métiers ont existé. Ils sont pas loin. Les scieries ont périclité, mais le savoir-faire n'est pas loin. Voilà. Votre agence d'architecture Leclerc et Associés a été pionnière dans la construction bois d'envergure dès les années 2000. J'aimerais savoir quels enseignements vous avez retirés de vos années de travail et des projets que vous avez pu mener. Déjà, ce que nous avons retenu, c'est on a pris du recul au bout de 20 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de concepteur de bâtiments en bois à une forme d'analyse de ce qui s'était passé. Typiquement, si on regarde un petit peu ce que l'on peut attendre du métier dans les années à venir, on se rend bien compte que, on disait à l'instant, on parlait de l'État à l'instant, l'État il ne pourra pas, par exemple, tout faire. L'État ne peut pas tout faire, c'est collectivement qu'on arrivera à porter une autre manière de faire de la construction bois locale. Et il faut que chacun apprenne à communiquer, parce que la filière bois communique très mal. Et ça, on s'en rend compte aussi sur ces 20 dernières années, c'est-à-dire que moi, je suis arrivé à l'agence depuis 5 ans, en 2005, et je suis le VRP du bois en faisant visiter nos bâtiments. C'est passionnant, mais on se rend compte à quel point il y a énormément de choses à faire sur la communication. Et la communication, c'est pas juste parler de notre savoir-faire à des architectes, mais parler collectivement à tous les interlocuteurs, que ce soit les élus, la promotion, l'industriel, etc. Savoir communiquer, c'est un énorme défaut, entre guillemets, à corriger. Ensuite, il faut savoir investir, parce que ce dont on se rend compte depuis 20 ans, c'est que on a beaucoup travaillé avec des industriels qui sont des grands industriels qui avaient les moyens d'investir, mais on a vu aussi péricliter tous les petits qui n'ont soit pas su, soit pas trouvé les moyens, soit pas compris un peu la philosophie d'investir. Or, il faut investir, il n'y a pas de secret. On a besoin d'avoir des outils pour travailler. Donc, l'investissement, c'est bien une action à mener. Et puis, je dirais le troisième sujet important, c'est là aussi, sur ces 20 dernières années, on a essayé de construire local, souvent, mais on est des architectes parisiens, c'est pas si simple. À Paris, on est très coupé de la localité, il y a plus de monde, c'est plus compliqué. Et donc, du coup, pour construire local, on se rend compte que l'accès à la commande devient un frein.
C'est-à-dire qu'on construit dans la loi MOP, maîtrise d'ouvrage public, avec des codes qui nous interdisent, ou dont nous pensons qu'ils nous interdisent d'orienter des fois un peu la commande, notre consultation. Une fois qu'on a dessiné les plans, il faut les construire. Et du coup, on se rend compte à quel point, presque juridiquement, on travaille un peu en secret avec les entrepreneurs, parce qu'on n'a pas vraiment le droit de le faire. On a envie de les pousser, on n'a pas le droit de le faire, mais ils ne savent pas répondre à un appel d'offres. C'est pas leur métier, répondre à un appel d'offres, c'est pas dire combien va coûter le bâtiment. Répondre à un appel d'offres, c'est donner le prix qui est attendu et ensuite faire en sorte de rentrer dans ce prix-là. Donc, si on comprend un peu ces trois sujets que sont de savoir communiquer, de savoir investir et de savoir accéder à la commande, alors on voit à peu près les sujets qu'on a à travailler pour que la nouvelle génération du bois local puisse se développer les prochaines années. Est-ce qu'il faut pour autant attendre que toute la construction en France soit imprégnée par cette envie de bois ? Je ne sais pas si je pose bien la question, mais... L'envie de bois existe déjà. Et ensuite... Mais c'est peut-être un effet de marketing aussi. Alors, c'est un effet de marketing pour l'instant, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un effet marketing au sens où, effectivement, notamment, il satisfait la conscience environnementale, mais c'est aussi de plus en plus une nécessité. Quand ça deviendra la nécessité de la transition écologique, puisque aujourd'hui la RE 2020 dont on parle souvent est très très permissive pour que tout le monde rentre prenne le métro de la transition écologique, mais dans 5 ans, dans 8 ans, on aura passé d'autres seuils dans cette réglementation, et là on aura été obligé d'inventer des nouvelles manières de construire. Le bois, c'est déjà faire ça, et d'autres filières du coup s'y adjoindront. Donc la ville ne sera pas faite que de bois. Déjà juste parce que dans 30 ans, on aura renouvelé 30% du parc de logements, pour donner une idée. Donc, il restera 70% d'existants. Et puis parce que le bois sera mis en compétition avec d'autres matériaux, et tant mieux, parce que c'est aussi ça que la ville attend. Le livre, il s'appelle le bois dont on fait les villes. Oui. Parce qu'en fait, on dit que la ville de demain, elle doit être agile, elle doit permettre de se développer et redévelopper. Il y a quelque chose d'intéressant, c'est en fait Jean-Claude Nicolas Forestier écrivait à la fin du 19e siècle quelque chose d'extrêmement novateur. Il disait une ville qui ne s'étend pas est une ville qui meurt, ce qui était effectivement extrêmement novateur. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'une ville qui s'étend, c'est quelque chose d'impensable. Justement, dans la transition écologique, il faut apprendre à reconstruire la ville sur elle-même. Et du coup, on a besoin de matériaux agiles et de procédés constructifs agiles pour ça. Donc le bois, en tant que construction sèche, et toutes ces constructions sèches autorisent, dans une démarche très rationnelle de conception en plan, autorise la ville qui peut s'adapter et se réadapter à des besoins qui changent dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Ça, c'est assez intéressant. Et peut-être aussi s'autoriser à imaginer une ville qui ne ressemble pas à la ville actuelle. Là, c'est encore un cap, je pense, qu'on va franchir dans un peu plus longtemps. C'est la question de la légitimité. Alors, la légitimité du bois ou autre, la légitimité du bois pour représenter la ville. Ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui encore, quand on vient nous voir sur une construction bois, on nous dit « Oui, mais nous faites pas du bois qui vieillit. Faites-nous du bois qui reste costaud. » Parce qu'il y a sans cesse, encore et encore, cet amalgame entre le bois et le bois qui est un peu rose, un peu blanc, qui vient d'être coupé, c'est un bois solide. Le bois qui vieillit et qui du coup grise est un bois très fragile. Et pourtant, quelque chose qui est aussi le point de départ un peu de notre livre, c'est-à-dire de revenir sur les constructions que nous avons pu livrer les 20 dernières années. On est revenu sur site avec Michel Leloup, la journaliste, avec Cyril Weiner, le photographe, et on a pu du coup voir et constater le vieillissement, ce qu'apportait le vieillissement du bois. On est dans des contextes particuliers, moins urbains, bon, si ce n'est pour le lycée Lille de Nantes, mais en tout cas, voilà, ces bâtiments, ils grisent, et ils ont pris la patine des arbres qu'il y avait à côté. Et c'est, en toute modestie, c'est extrêmement beau. On a été très émus de se dire que, voilà, il y a 20 ans, quand on construisait en bois,
on avait envie d'accéder à cette forme de synergie entre le bois, le vrai bois, et puis le bois de construction de notre construction. Et on revient 20 ans après, après toute une période disgracieuse, l'adolescence du bois qui vieillit pas très bien, de manière un peu hétérogène. Et là, tout d'un coup, on arrive à un bois avec sa patine qui est absolument magnifique. Et donc, du coup, est-ce que nous pensons que le bois a sa place dans les villes ? Oui, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de faire que du bois. De toute façon, la terre crue aussi a sa légitimité. Il y a plein de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui ont leur légitimité. On n'est pas obligé de construire en enduit et en pierre. C'est très bien de construire en pierre. Il y a plein d'autres manières de construire encore. Voilà. Et la ville s'adaptera. Merci beaucoup, Paul Lègue. Merci.